Aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours eu une guitare dans les pattes. J'avais 12 ans quand un oncle en Algérie m'avait offert une vieille guitare toute cabossée. Et je commençais au début à m'esquinter mes tout petits doigts d'enfant. J'avais des cloques tout de suite. Et je commençais à jouer un peu de musique gitane, arabe aussi. Et puis ce qui se faisait dans la pop de l'époque, là on est dans les fin années 60, quoi. Donc c'était les Beatles, les Stones. Et je me suis retrouvé très vite donc à suivre la route, ce qu'on appelle la route en musique, de la pop musique surtout, avec Clapton, et pour atterrir en fait dans le jazz et la fusion, etc. Donc la musique a toujours fait partie de... C'est mon autre versant esthétique. Ce qui fait que j'ai toujours été en contact, voilà, avec deux choses très importantes qui concernent aussi, je crois, mon écriture. C'est, d'une part, le savoir, dire l'érudition, parce que j'étais prof de littérature à la fac d'Alger, et en même temps, le côté un peu voyou, un peu bas-fond des cabarets d'Alger, etc. J'ai beaucoup évolué dans le milieu rock algérois, qui n'était pas du tout quelque chose d'évident. Être dans un milieu rock, dans un pays arabe, avec en toile de fond un peu, on entend un muezzin, et nous on faisait du Hendrix dans les garages, etc. Donc c'est très particulier, c'est très contendant, quoi. Et de l'autre côté, il y avait le côté érudition, à la fac on faisait Shakespeare, etc. Et donc ces deux côtés, je crois qu'on retrouve beaucoup, tout le temps, ces deux aspects, un peu bourlingue, voyou, quoi, et d'un autre côté quelque chose de très soutenu, très universitaire ou très littéraire, quoi. Ce texte-là, Les Coloniaux, vous l'avez écrit à quelle occasion ? C'était à l'occasion de la commémoration du 90e anniversaire de la bataille de Verdun. C'était une commande du Conseil général de la Meuse en 2006. Voilà. Donc il voulait que je mette en relief la participation des coloniaux pendant la Première Guerre mondiale, quoi. Et quand j'ai commencé à écrire le texte, je me suis dit, je ne peux pas répondre frontalement à cette demande. Je ne peux pas juste montrer des tirailleurs sénégalais en train de défendre la France comme ça très naïvement. Ça fait presque... on dirait qu'il y a un double regard néocolonial, quoi. Et du coup, j'ai opté pour ce texte-ci qui montre en fait plusieurs versions, à la limite très contradictoires et complètement absurdes, de la participation des coloniaux à la bataille de Verdun. Et je crois que là-dedans, beaucoup de gens s'y retrouveront, même si en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas envie de fermer l'affaire, parce qu'à la fin, il y a une espèce de petit réquisitoire comme ça, par rapport à la France, mais ce n'est pas quelque chose de très agressif. C'est comme si le personnage central, qui était un tout petit berger colonisé par la France et qui va libérer Verdun, c'est comme si ce petit berger pardonnait, au-delà de l'histoire, pardonnait à la France même de l'avoir colonisé et de l'avoir traité de manière horrible, etc. Je trouve que ce cynisme est beaucoup plus payant à long terme et collatéralement en ce qui concerne la restitution de la mémoire pour les enfants de l'immigration, issus de l'immigration, et même les enfants français aussi, qui ne sont pas du tout au courant de ce pan de leur histoire, quoi. Donc je me dis, si par ce biais, c'est-à-dire de ne pas prendre en otage, d'une part le spectateur ou le lecteur, d'autre part ne pas prendre la tête aussi, c'est vrai que ça peut être chiantissime de parler de la guerre, et de manière frontale comme ça, le résultat il est immédiat, c'est que les gens s'enfuient, ils n'ont pas envie pour la énième fois, qu'on les rende coupables de ce qu'ont fait leurs arrière-grands-parents. Donc ça n'a pas été évident pour moi de trouver une forme d'écriture qui tienne compte de tous ces pièges et réussisse en fait à proposer, somme toute, un spectacle, parce qu'on est toujours dans le théâtre, c'est pas du tout un cours d'histoire, ni une thèse. Oui, à proposer un spectacle qui en même temps traite de choses absolument abominables, comme la guerre, et en même temps arrive à à donner un visage humain, quoi, à
à toutes les parties, même si elles étaient absolument contradictoires. Donc voilà un peu ma démarche en écrivant Les Coloniaux. Et le texte en 3 parties. Est-ce que chaque partie est une version de l'engagement du personnage au front? Un peu, oui. Parce qu'en ce moment, enfin, ces dernières années, on assiste en Europe, en Occident du moins, à une espèce de surenchère des mémoires, de survictimisation. Il y a comme un hit parade de la douleur, comme ça, qui se met en place. Donc il y a des partis qui demandent à la France de demander pardon à genoux, pas seulement pardon, mais à genoux, contre le code noir et l'esclavage. D'autres partis, par exemple, mettre en exergue la Shoah, d'autres la colonisation. Donc on assiste à une espèce de déchirement des mémoires. Ça joue, j'ai l'impression, à qui est plus victime que l'autre, quoi. Et moi, je ne voulais pas du tout rentrer dans cette problématique. D'une part, de l'autre côté, par exemple, si on prend les instances algériennes ou les instances des pays ex-colonisés, eux, ils sont dans la première version, c'est-à-dire ils veulent que la France que la France demande pardon, quoi. D'un autre côté, le gouvernement actuel français refuse complètement d'aborder ce problème. Donc c'est pas de repentance du tout. Moi je me dis, d'un côté comme de l'autre, on est dans l'erreur, dans le blocage. On n'avance pas, quoi. Et ce que j'essaie dans Les Coloniaux, c'est de montrer en fait les différentes parties. La première partie, c'est la partie naïve, où le personnage va défendre la France uniquement pour les valeurs qu'elle représente, c'est-à-dire Chateaubriand, Cézanne, etc. Or, à un moment donné, le figuier l'arrête. Il dit non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc là, il opte pour une deuxième version qui est la version revendiquée par ce qu'on appelle les revanchards. La deuxième version, c'est la France est venue avec des fouets, la France raciste et coloniale et agressive sont venus, y compris dans les petits villages perdus, faire monter à coups de force tous les hommes valides dans des camions pour les entraîner à la guerre au front, tout en les insultant tout le temps, sale bougnoul, raton, etc. Et effectivement, cette deuxième version n'est pas aussi valide, quoi. Ce qui fait que la troisième version, qui est en fait la version du figuier, et qui est la plus lunaire et la plus fantaisiste, elle consiste à dire à Mohinder Kli, c'est-à-dire le personnage central, tu dois aller à Verdun parce que les pieds nickelés sont au combat. Le figuier avait lu auparavant une version des pieds nickelés, une bande dessinée de l'époque, dans laquelle on les voyait effectivement au combat, etc. Et donc, cette version est complètement absurde et saugrenue. On ne va pas à la guerre parce que les pieds nickelés sont là-bas. Les pieds nickelés n'existent pas, c'est des personnages de fiction. Mais c'est très borgésien et un peu pyrandélien aussi ce rapport entre l'existence d'un personnage, est-ce qu'un personnage existe ou pas, etc. Bref, Mohinder Kli, le narrateur principal, s'engouffre dans cette proposition et va en fait libérer le fort de Douaumont uniquement parce que les pieds nickelés sont au combat, quoi. Donc voilà en gros comment se structure le texte, quoi. Je suis absolument convaincu que rien ne vaut la peine de tuer un être humain. Je me dis, toute cause est aussi absurde que de tuer au nom des pieds nickelés, quoi. C'est tout. Pour moi, l'être humain est sacré. Vu que je ne rentre pas dans les considérations mystiques, etc., il n'y a rien de plus sacré qu'un être humain. En termes d'altérité, c'est un autre moi. C'est mon miroir qui est en face de moi, qu'il soit noir, maintenant brun ou frisé. Ça, c'est des années, ça relève de l'anecdote, quoi. Mais c'est un autre moi-même qui est. Je ne vois pas au nom de quoi je vais prendre une arme et le tuer, quoi. Et donc, cet absurde, je voulais le rendre par le fait que les pieds nickelés sont aussi là-bas, quoi. Est-ce que dans ce travail, il y a eu beaucoup de documentation, en fait, de recherche, parce qu'il y a des chiffres dans le texte. Donc ça a été un long travail, ça, d'investigation. Un long travail de documentation que j'ai fait en amont, parce que je me suis dit, écoute Coco, si tu vas là dans cette direction, il y en a qui vont t'allumer. Il y a des snipers, des grands spécialistes de l'histoire. Quand on aborde ce genre de choses, je crois qu'il faut d'abord se blinder contre les grands spécialistes, quoi. Ce qui fait ce que j'ai essayé de faire, donc, en
potassant le maximum de documentation possible, en allant même sur le site. Je suis parti sur le site de Verdun, j'ai visité le mémorial, j'ai visité le fort de Douaumont, j'ai parlé avec des gens, des spécialistes, etc. J'ai pris des notes, beaucoup de notes. Donc pour le côté documentation en soi, je crois que j'ai été pas mal blindé, quoi. Et c'était, encore une fois, je le dis, c'était obligatoire si je voulais me permettre un peu de faire de la fantaisie sur cette chose-là, quoi. Je me dis, je ne peux faire de la fantaisie que si le socle est absolument solide et inquestionnable, quoi. Et là, sur les représentations, vous jouez le rôle du figuier. Donc c'est une expérience qui est particulière, j'imagine, pour vous. C'est la première fois que vous êtes sur un plateau. Et qu'est-ce que c'est, en tant qu'auteur, est-ce que vous apprenez des choses? Comment vous vivez cette expérience-là de participer tous les jours au spectacle, aux représentations? Ça, je remercie Jean-Louis Martinelli parce que c'est à sa demande. Quand on avait fait la lecture au Festival de la Mousson d'été en 2007, il m'avait dit, tiens, ça serait bien que tu fasses le figuier toi-même. Est-ce que ça te dit? Tu ramènes ta guitare, tu joues, et puis l'auteur jouant le figuier, lui, il y voyait une double fonction, quoi. C'est-à-dire, d'une part, le figuier qui est un personnage du texte même, ça, donc on ne discute pas. Maintenant que ce soit l'auteur qui joue ce figuier, ça donne un autre sens complètement, parce que sur un plateau, tout signifie, quoi. Et les gens, quand ils viennent à la représentation, ils savent, pour la plupart, que c'est l'auteur qui interprète le figuier. Donc, quand le figuier auteur reprend le personnage en lui disant non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, du coup, il y a une double lecture. Ils ont l'impression que c'est l'auteur lui-même qui est en train de dire à Mohamed Dekli, le personnage, que ce n'est pas comme ça que l'histoire ça s'est passé. Donc, il y a une double. Si vous voulez, il y a un sens supplémentaire qui est rajouté dramaturgiquement, et je crois que ça fonctionne très bien. Et vous, en tant qu'auteur, vous pensez que ça va modifier votre façon d'écrire du théâtre, de le vivre? Parce que c'est deux choses différentes quand même. Effectivement, c'est une expérience incroyable. J'ai pas encore assez de recul maintenant pour en tirer les bénéfices ou quoi, mais effectivement, chaque soir, en plus des répétitions, ou chaque fois, donc, quand il fallait décider de définir des axes, des actions, des mouvements ou quoi. Je voyais au niveau du découpage du texte aussi. Je prenais conscience inconsciemment, même si c'est contradictoire, que avant tout le texte, c'est quelque chose, on va dire, qui est de l'ordre presque du liquide, quoi. C'est comme s'il s'incorporait dans la coupe d'un comédien, quoi. Ce n'est pas juste quelque chose qui est sur du papier, quoi. À un moment donné, cette chose immatérielle dont on a l'impression qu'elle est immatérielle, c'est du son, quoi. C'est vraiment du son, quoi. Par la voix du comédien, je me dis que chaque son qui sort de la bouche du comédien traverse toute l'histoire du corps du comédien. Son enfance, son adolescence, ses grains de voix... c'est une espèce d'explosion de signifié comme ça, dès lors qu'il prononce un mot d'un texte, quoi. Et maintenant, à plus forte raison, quand c'est mon texte particulier, je suis absolument sûr que le prochain texte que je vais écrire sera effectivement chargé de toute cette expérience, quoi. Je ne sais pas comment ni où, mais effectivement, c'est absolument certain. Et ça, j'en rends vraiment grâce à Jean-Louis Martinelli, quoi.